Donc, je suis Grégoire Ray, ceux qui ne me connaissent pas, ancien directeur du CPDC, qui avait peut-être, et c'est peut-être un point important, mais cette caractéristique de produire des données qui sont venues enrichir le SNDS. Et on avait monté une petite équipe à la demande de l'INSERM qui gère les accès au SNDS et puis les appariements des cohortes au SNDS, ce qui fait qu'un certain nombre de cohortes étaient déjà en échange avec certains des membres de l'équipe aujourd'hui de France Cohort avant que France Cohort n'existe. Mais voilà, on voit aujourd'hui avec tout ce qui est raconté, la qualité des orateurs, la qualité scientifique, le challenge de l'attente est très forte et les challenges nombreux. Alors, donc, le périmètre, évidemment, c'est vrai que, alors pourquoi je parle des données de recherche en santé? Parce qu'en fait, il se trouve que le domaine du numérique en santé est en pleine ébullition, il y a beaucoup d'initiatives qui se créent un peu partout, au niveau hospitalier, au niveau du ministère de la Santé qui a mis en place ce que vous avez appelé ce qu'on appelle le Health Data Hub, la plateforme des données de santé. Et parfois, il faut juste rappeler pourquoi les données de recherche en santé, qu'est-ce que c'est. Et voilà, la notion de reproductibilité, de généralisabilité, d'adoption, de création de standards internationaux autant que possible. Et puis, la petite difficulté supplémentaire que certains n'ont pas forcément, c'est le sujet de l'évaluation scientifique récurrente, plus ou moins lourde, mais qui forge au final cette identité de dire que ce qui est construit et évalué, c'est pas une vue de l'esprit à un moment donné. Et c'est un effort et qui fait que les personnes qui portent ce type de projet, c'est des scientifiques et c'est normal. Mais faire à la fois de la science de très haut niveau et se prendre tous les enjeux de contraintes pratiques, opérationnelles, de mise en œuvre qui viennent d'être évoqués, il faut être un peu un Superman ou une Superwoman, et il y en a, mais elles ont fait état de la difficulté de l'exercice. Et donc, on essaye, nous, France Cohort, autant que possible, de rendre les choses faisables à l'avenir. Alors, bien sûr, les cohortes, vous savez tout ce que c'est. Il y a quand même deux types de cohortes, population générale et cohorte clinique. Et évidemment, déjà, quand on va parler de mutualisation, on voit qu'il y a des enjeux, des spécificités et il y a des opportunités de mutualisation, mais l'un des enjeux de France Cohort étant d'essayer de mutualiser autant que possible les ressources. On l'a évoqué sur les biobanques, on pourrait l'évoquer sur le recueil, on pourrait l'évoquer sur un certain nombre de points. Parfois, le commun dénominateur n'est pas évident à trouver, donc c'est l'un des enjeux importants dans les travaux qu'on mène, de trouver ce dénominateur. Alors, le SNDS a mis tout le monde d'accord d'ailleurs, mais en tout cas, l'ambition, c'est derrière la création de toutes ces cohortes, on a parlé du PIA, l'investissement d'avenir, et la création d'un certain nombre de cohortes. À l'issue de la première phase de financement, l'idée, c'était de trouver comment mutualiser un maximum de choses, limiter et réduire les coûts. Bien sûr, l'argent est derrière un petit peu toujours les sujets, et peut-être pérenniser, puisque du coup, ça a été dit, recruter en CDD régulièrement, c'est un sujet. Et adopter des infrastructures qui peuvent permettre de voir loin sans trop se préoccuper de cette recherche. Consolider le niveau scientifique, ça c'est un enjeu assez délicat puisque chacun a sa spécificité. Le rendre visible autant que possible, peut-être améliorer la visibilité si on y arrive, tout en maintenant voire augmentant la protection des volontaires, des participants, des patients quand c'est des patients. Donc voilà, c'est reconnu comme une infrastructure nationale, France Cohort, qui propose des services de recueil, stockage et traitement. D'ailleurs, sur le sujet traitement, on essaye aussi de se mettre à la page et de proposer des outils, par exemple, qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de l'apprentissage machine, avec l'outillage qui va derrière. L'hébergement souverain, donc voilà, l'idée c'est d'héberger les données au sein, c'est l'INSERM qui gère cet hébergement, mais au sein du centre informatique national de l'enseignement supérieur. Le respect de la réglementation, pas le moindre des sujets. On sait que elle évolue souvent, donc c'est déjà pas évident de s'y retrouver, de créer des outils qui soient un petit peu structurellement opérationnels. Et c'est vrai que
pour ce qui est de l'INSERM, on a un enjeu de ressources locales, en fait, c'est-à-dire le support aujourd'hui est organisé à un niveau national, et, ce qui peut mettre une certaine distance, en fait, entre les acteurs, les chercheurs et le support qui est proposé. Donc l'idée, nous, là, en tout cas au niveau de France Sport, c'est d'essayer de mettre un peu de proximité, même si une infrastructure nationale, mais on essaye d'avoir un échange un peu plus fluide et de construire des outils qui sont adaptés aux cohortes en particulier. Je continue en bas, puisque la démarche de sciences ouvertes, ça a été dit, c'est une injonction contradictoire avec la sécurisation maximale. C'est difficile d'avoir ces deux à la fois, mais c'est surtout derrière les principes de la démarche de sciences ouvertes, il y a ce concept de, idéalement, que les données puissent être réutilisées indépendamment de leurs producteurs, ce qui est peut-être une vue d'esprit, je sais que Marie avait déjà développé là-dessus. En tout cas, d'essayer de fournir le maximum d'outils pour autonomiser le chercheur par rapport à la donnée produite, c'est un gros travail qui est un enjeu qui est de plus en plus demandé par les instances. Et enfin, l'interaction avec le numérique en santé, j'ai donc le SNDS et aujourd'hui encore géré par la CNAM, le Health Hub, l'ANS, un certain nombre d'acteurs qui se créent, ce qui fait qu'une partie non négligeable de l'activité de tout un chacun, c'est beaucoup de diplomatie avec tous ces acteurs, c'est essayer de ne pas se marcher sur les pieds, c'est de trouver chacun son périmètre d'activité et de tirer le meilleur de ces infrastructures qui, clairement, peuvent apporter un service, vu l'ampleur de la tâche, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et au milieu, accompagnement sur toute la vie de la cohorte, expertise en épidémiologie, santé publique et recherche clinique. Je le mets au milieu parce que l'idée de France Cohorte, c'est bien qu'il se soit un pilotage par le métier, par l'épidémiologie, et pas un pilotage purement techno ou purement administratif. Et bon, bah, voilà, donc les choix qui doivent être faits, les orientations stratégiques de développement, bah, on essaye d'avoir modestement cette compréhension du besoin pour les faire au mieux, même si parfois les besoins des uns et des autres ne sont pas conciliables dans l'immédiat. Donc on fait je fais un peu le travail de Michel Barnier des fois en ce moment, mais c'est à mon échelle. Hein. Non, mais donc voilà, il faut essayer de trouver cette possibilité de faire avancer les projets et que ça réponde au maximum de besoins des uns et des autres. Alors, j'ai moins de tutelles que Bénédicte. On n'est que sur 5 tutelles. INSERM, INED, Université Paris-Cité, Sorbonne Université et Université Paris-Saclay. Donc, essentiellement des tutelles, des grands centres et puis qui portaient des cohortes importantes lors des investissements d'avenir. Alors, pour les cohortes associées, donc quand on dit associés, c'est à différents niveaux d'association. On a ELF qui a été, je les remercie, la cohorte pilote qui a essuyé pas mal de plâtre, qui continue, mais qui a été extrêmement constructive à tous les niveaux de la construction de l'infrastructure, ce qui est un projet de longue haleine, donc avec l'épipage 2 qui suit de près, avec les enjeux réglementaires du regroupement de ces deux traitements, on va pas revenir dessus. C'est CADERIN, bien sûr, et la cohorte Marianne, qui était aussi une cohorte pilote au moment je ne vois plus Marianne. Elle est partie, tant pis, je la remercie quand même pour avoir été aussi essuyer des plâtres au titre d'une cohorte pilote qui a démarré sur France Cohorte, et donc avec des enjeux, elle a évoqué plus de toutes les autres difficultés qu'elle pouvait avoir. Elle était cohorte pilote au sein de France Cohorte, mais voilà, je pense aussi que ça a peut-être aidé sur certains points SI de ne pas lui mettre des difficultés supplémentaires à ce niveau-là. Puis voilà, des cohortes Coblence, Radicaux, Psycho, et Pater et Picov qui rejoignent peu à peu France Cohorte. Et puis troisième génération et Constance qui n'ont pas vocation à court terme, voire à moyen terme, voire je ne sais pas quand, voire jamais, à rejoindre France Cohorte, mais en tout cas, et qui ont quand même à différents titres nous ont aidés à avancer, puisqu'on bénéficie de leur expérience, et notamment, on y reviendra sur le sujet du SNDS, où il y a pas mal de compétences à partager. Donc, financé par le ministère, le PIA, inscrit sur la feuille de route des infrastructures nationales. On arrive à la fin de ce mandat, d'ailleurs. Donc, le futur mandat, on est en attente d'un certain nombre d'éléments, notamment
potentiellement d'investissement à venir. Sur les services, la structuration, donc c'est vrai que la première brique qui était quand même importante pour beaucoup de cohortes, c'était le système d'information. Parce que l'enjeu du chaînage au SNDS était devenu central pour beaucoup de cohortes et que s'étant suivi en fait une formalisation de tous les enjeux de sécurité informatique que beaucoup de cohortes ne pouvaient pas assumer seuls. En tout cas, il y avait vraiment de façon assez évidente un sujet de mutualisation à ce stade, bien que voilà, sur les aspects de recueil voilà, d'un certain nombre de traitements, on n'a pas un seul et unique produit pour chaque cohorte. Et l'idée, c'est que l'appui réglementaire, typiquement, la mise en conformité, le conventionnement, les conventions de partenariat, l'accompagnement à la rédaction de l'AIPD, au moins on appuie sur les enjeux de sécurité informatique qui sont souvent assez difficiles à prendre en charge par une cohorte dont ce n'est pas le premier centre d'intérêt. Donc, au moins, sur ce plan-là, on apporte un soutien, je l'espère, utile. Le sujet de la documentation et de la valorisation, on l'a dit que c'est un des enjeux importants. Donc, on propose des services d'accompagnement à la rédaction plan de gestion de données, la démarche faire, la structuration de la documentation. On démarre, hein, donc il y a eu un gros travail d'abord de choix du standard, et puis ensuite on est en train avec CKD1 pilote de commencer à lancer, et on enchaînera dès qu'on aura des éléments suffisamment mûrs pour enchaîner sur les autres cohortes. Voilà, et puis l'idée c'est d'avoir un catalogue ensuite en ligne qui facilite du coup la recherche voire qui aide même les cohortes à documenter leur propre cohorte, parce que chacun fait un petit peu à sa sauce aujourd'hui. Donc l'idée c'est de donner une structuration un peu commune à tout ça, voire et de former au passage les data managers à faire ça de façon un petit peu standardisée. La communication, l'animation de réseau, alors vaste sujet, mais important, puisque l'engagement des volontaires, ça a été rappelé par Amaria, mais c'est pas une mince affaire, mais je pense que c'est le cas de à peu près tous. Donc l'idée, c'est en cible, en tout cas, c'est de proposer un service d'accompagnement là-dessus. J'ai apprécié en tout cas la franchise d'Amaria dans les difficultés qu'elle rencontre, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse, c'est en racontant ce qui n'a pas bien fonctionné. La notion de cohorte pilote est importante là-dessus, et essayer bien sûr, tout ça dépend de plein de choses, de contexte, etc., mais au moins de se poser les bonnes questions au moment où on lance un protocole de recueil. Le sujet de la valorisation et voilà, en tirer des dizaines d'expériences sous fond. Donc on structure aussi une animation de réseau sous forme de groupe de travail, j'y reviendrai. Et puis on accompagne tout au long de la vie d'une cohorte les utilisateurs. Alors, vous verrez qu'il n'y a pas d'audio banking là dans la liste. Moi j'ai considéré que c'était un autre métier, faire de la gestion d'échantillons biologiques et que chacun devait faire un peu ce qu'il fallait faire. Moi je suis plus sur la donnée et on recrute sur ce sujet-là. Je sais qu'il y a une initiative aussi qui est en cours au niveau, je sais pas, portée plus ou moins par l'INSERM et par d'autres acteurs. Et on verra bien si avec BioCF ou d'autres, voilà. Mais nous, en tout cas, on attend de voir comment ça évolue pour l'instant. Et on va travailler surtout sur les flux d'informations pour veiller à garantir la sécurité du dispositif et du coup ne pas compromettre des identifiants, par exemple, qui se baladeraient à droite à gauche et à trouver des bons schémas de circulation. Là, je dis ce qu'il n'y a pas dans le schéma. C'est donc difficile à représenter, mais on sait qu'il y a besoin de support administratif, mais là aussi, c'est pour ce qui est des différents acteurs, chacun, normalement, doit s'appuyer sur les délégations régionales quand c'est l'INSERM ou d'autres acteurs. Malheureusement, c'est difficile de le faire à leur place, en tout cas, parce qu'à la fin, ça va passer entre leurs mains et on va perdre du temps si on doublonne les choses qui sont censées exister. Donc, on essaye de structurer vraiment l'effort d'accompagnement sur tout ce qui a trait aux données et tout ce qui gravite autour, mais on s'arrête là pour l'instant, y compris d'ailleurs sur la valorisation. INSERM Transfer fait un travail qui visiblement est remarquable et que tout le monde salue, donc on ne va pas se positionner sur ces aspects-là. Donc la plateforme informatique, voilà, il y a différentes couches recueil avec les architectes ou les participants qui peuvent qui peuvent se connecter. Donc là, on est sur juste du recueil web. Hein, donc après, il est possible de recueillir différemment, de faire venir de la donnée via le SNDS notamment ou des bases externes ou des données de biobanque.
Donc l'idée, c'est de sécuriser évidemment tous ces flux, quasiment de créer voilà, un contexte d'interopérabilité sécurisée, en tout cas autour de ça. Ensuite, les data managers ou les acteurs de mise en qualité pour permettre d'intégrer ou d'intégrer des données complexes, typiquement aussi du SNDS. Les chercheurs qui sont sur la partie réutilisation, les statisticiens, et puis ensuite la possibilité d'envoyer ces données éventuellement vers d'autres infrastructures. On sait qu'il y a des projets internationaux qui nécessitent des ressources qui ne sont pas forcément celles de France Sport, et du coup il faut prévoir aussi ce cas de figure. Et donc plus concrètement sur les services fournis par France Coop, donc bien sûr il y a tout un enjeu de savoir quelles sont les cohortes éligibles à prise en charge par France Coop. Les premières cohortes, en tout cas, qui étaient dans le périmètre, c'était des cohortes très évaluées par les investissements d'avenir. On a aussi des cohortes connues déjà qui sont dans le périmètre INSERM ou des co-tutelles de France Cohort. On ne va pas trop se poser de questions. Et après, est-ce que France Cohort doit être ouvert au cas de vent? On pense que ça va être compliqué parce qu'il y a forcément un peu de ressources que ça va prendre et il faut s'interroger sur quelles sont les conditions d'entrée, est-ce qu'il doit y avoir une évaluation et pour qu'elle soit fluide, à quel niveau elle doit être faite. Ensuite, la collecte des données, on est parti d'abord sur un outil qui était plutôt Epiconcept, qui est plutôt orienté collecte de données populationnelles, enfin pour des corps populationnels. Donc on va enrichir ça prochainement avec un outil plutôt de recueil de données cliniques spécifiquement. L'intégration de données, alors là c'est un gros enjeu. Donc l'intégration de données, on a par exemple des données du SNDS à intégrer. Il y a un travail avec Constance sur ce sujet-là. Et tout ce qui est utilisation d'un outil qui permet d'automatiser ce type de traitement. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à cette échelle de pure automatisation parce que les façons de gérer les données des différents acteurs sont quand même encore assez différentes. Et on n'a pas encore trouvé ce dénominateur suffisamment précis. Bon. Et donc, on fournit surtout les outils qui permettent aux différents data managers des cohortes de mettre en œuvre les traitements en conformité avec la réglementation, en séparant les données lorsqu'il faut les séparer, etc. Bon, voilà, et puis après, des outils de mise en qualité, de stockage de données, notamment de données non structurées, parce que de plus en plus, les données omiques, leur lourdeur, doivent être gérées de façon un peu différente. Et donc là, l'idée, c'est de partir sur des objets S3, qui n'est pas forcément l'outil le plus utilisé aujourd'hui dans notre périmètre rapproché, mais c'est après consultation d'un certain nombre d'acteurs, on se rend compte que c'est quand même, ça devient la norme. Donc il faut former aussi à l'utilisation de ces outils. L'analyse, j'ai dit notamment probablement de plus en plus avec l'intervention du machine learning dans le traitement de la donnée, notamment pour, par exemple, dans le cadre d'un travail qu'on faisait avec Marcel, par exemple, coder du texte libre automatiquement sans faire appel à des lourds, à des ressources trop importantes, ça peut nécessiter le recours à du machine learning, par exemple. J'en sais quelque chose au CPDC. Et donc, voilà. Et ensuite, l'accompagnement transversal, communication, appui réglementaire, démarche faire. Alors, sur la répartition des rôles sur la vie d'une cohorte, pour que ce soit clair, en tout cas, l'idée, c'est que l'équipe porteuse de la cohorte reste quand même pilote à peu près de toutes les étapes, conception, recueil actif, nettoyage, recueil passif, appariement recette, analyse, science des données, visualisation. Donc, on intervient largement en support. C'est vrai que sur la partie appariement, on va être un peu plus proactif et on va proposer le protocole souvent, puisque voilà, on commence à avoir une certaine expérience sur les sujets. Et ensuite, sur la documentation aussi, on est un peu plus proactif parce que là aussi, il y a un travail un peu de fond à mener et à standardiser autant que possible. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette diapo? Non, à peu près. Donc, oui, non, c'est donc un choix qui est d'autres choix pourraient être faits, c'est-à-dire de mutualiser jusqu'à faire l'analyse pour tout le monde. Voilà, notre conception, c'est que le PI de sa cohorte doit maîtriser bout en bout son traitement, son data management, etc., qu'il sache un petit peu où est-ce qu'il met les pieds. Donc, c'est un choix qui nous semble conforme à la pratique métier. Ce n'est pas forcément le cas dans le milieu de la recherche clinique, par exemple, où ça peut être un peu délégué.
Alors, la vue synthétique du pipeline d'intégration SLDS, voilà, donc c'est un schéma qu'on reprend, mais l'idée c'est de faire, on sait aujourd'hui en tout cas, et pendant encore quelques mois certainement, voire années, c'est encore la CNAM qui envoie des extractions qui sont assez complexes avec des milliers de fichiers à intégrer. Donc l'idée c'est de faire cette conformité technique et intégration dans la plateforme de France Coop pour que chacun ne reproduise pas en fait, ces exercices. Et donc là, c'est un schéma purement conceptuel de cette intégration et de sa complexité. Et ensuite, la mise en œuvre, encore une fois, c'est un travail complexe à maintenir. Et donc, on sait que Constance développe en ce moment un outil là-dessus et on travaille avec eux enfin, sur le sujet. Alors là, je séparation de la donnée qui nous permettent d'être conforme à la réglementation actuelle, qui est quand même compliquée quand par exemple, on veut faire un entrepôt de données de santé, ça peut vite devenir des schémas lourds avec euh, des différents environnements, différents droits d'accès, etc. Donc là, on pense qu'il y a largement matière à mutualiser quelque chose de commun et je pense suffisamment réfléchi à tout ça pour ensuite former les différents acteurs à mettre ça en œuvre de façon récurrente. Ça va pas être forcément, tout ça va pas être forcément nécessaire pour toutes les équipes, mais c'était un schéma qui essaie de regrouper la problématique de façon un peu systématique et qu'on est en train de mettre en œuvre sur les premiers projets, notamment de certains entrepôts de données de santé au sein de France Cohort, et puis tous les traitements qui vont avoir recours à du SNDS. Alors, sur le choix des standards, je voulais juste redire que il y a une tension en fait entre la recherche de puissance statistique, la reproductibilité sur des populations hétérogènes et les outils maintenus au niveau international, et puis le côté innovation, originalité, spécificité de la mesure, normes et usages locaux. Donc, on n'est pas, on va pas dire faites ça et puis c'est comme ça et pas autrement, c'est une difficulté, mais on va essayer de construire un cadre qui nous permette d'orienter vers le choix du bon standard autant que possible. Et d'ailleurs, ça passe entre autres par le choix de. Alors ouais, bon, alors bien sûr, j'ai mon petit schéma d'inférence causale que j'aime bien, qui est de l'épidémiologie de base, hein, mais je vais y venir. Hein. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'idée, souvent, c'est quand même de trouver l'association entre le facteur de l'exposition A, de risque, et de trouver trouver l'association causale avec la survenue d'un événement Y. En fait, dans la vraie vie, on mesure jamais exactement le concept A et jamais exactement le concept Y. On mesure quelque chose qu'on appelle A étoile ou Y étoile. Et tout l'enjeu de la documentation de la donnée, c'est de savoir un peu quelle est la distribution de cet écart entre ce qu'on veut mesurer et ce qu'on mesure, et si ça ne génère pas des associations de façon inattendue. On pense que si on arrive, c'est une vue de l'esprit, j'essaie de conceptualiser les choses. Après, je vois bien que le chemin est long pour y arriver. Mais déjà, au niveau du recueil, on veut bien sûr minimiser cet écart entre le concept qu'on veut mesurer et la façon de le mesurer. Mais ensuite, l'un des enjeux importants, c'est de documenter autant que possible. Je sais pas, si j'ai plusieurs centres et qu'en fait ils sont recueillis différemment, au moins je sais que l'écart, enfin en tout cas que la différence entre le concept que je veux mesurer et l'outil de mesure que j'ai vraiment utilisé peut engendrer des biais derrière d'analyse. Donc le standard DDI a cette capacité, le DDIL en tout cas, de faire la distinction entre le concept qu'on veut mesurer et puis la façon de le mesurer. Et on pense que du coup, si on fait ce travail intelligemment, on pourra aider ensuite intelligemment l'épidémiologiste qui réutilisera cette donnée. Bref, voilà, c'est vrai, on met un accent assez fort sur la démarche FAIR actuellement, parce que ça semble être un point important à pousser. Et donc l'idée du standard GDI Lifecycle, que Constance après pas mal d'échanges, on était bien d'accord que c'est un standard pertinent. Standard qui est développé par la statistique publique et qui n'est pas du tout utilisé dans le domaine de la santé. Donc, mais on essaie de tirer le meilleur des différents périmètres, des différentes communautés pour. Il nous semble que vraiment ces enjeux-là relèvent d'enjeux assez classiques en statistique et donc on avance et on a fait ce choix. Je vais peut-être pas détailler tous les points, mais voilà,
En tout cas, on accompagne sur tous les aspects de la démarche faire. Et puis, on anime la communauté. Alors, bien sûr, il y a le club cohort que vous devez presque tous connaître, en tout cas, qui réunit les différents acteurs, et puis des groupes de travail sur des thématiques spécifiques où on essaye de fournir des actualités, de discuter ensemble des outils les plus pertinents, puis de partager l'expérience. Le but, c'est aussi de faire remonter les problématiques lorsqu'il y en a, et de le faire collectivement pour que chacun soit un peu conscient aussi des difficultés à concilier tous les besoins simultanément parfois. Voilà, en termes de gouvernance, on est sur une gouvernance conseil, enfin comité de pilotage qui voilà, s'apparente à un comité des utilisateurs et puis comité des tutelles. Les ressources, alors bien sûr, on a eu tous les enjeux de recrutement, en plus dans le numérique en santé, particulièrement lourd ces dernières années. Dans le domaine aussi du réglementaire, ça a pris un certain temps, on a pris du retard là-dessus, mais à la fin, on arrive sur un organigramme qui est maintenant assez bien fourni, il faut bien le dire. C'est pas très très ancien. Donc, je ne vais pas détailler tout l'organigramme, il y a de la communication, d'appui réglementaire. Moi, j'ai la chance d'avoir Leïla aussi pour aider sur les aspects administratifs et financiers, et qui connaît très bien la maison, ce qui est absolument indispensable. Voilà, je ne vais pas détailler tout l'organigramme, mais on a une forte valence chefferie de projet, parce qu'on a bien vu que c'est un peu le nerf de la guerre, ça a été dit aussi avant, et l'aspect technico-fonctionnel. Je voulais aussi dire que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un sujet d'articulation entre une cellule centrale et des cellules de site, qui était un petit peu issu des discussions entre les tutelles. Les tutelles voulaient cette notion de cellule de site pour investir dans des ressources, dans un domaine, enfin, sans avoir l'impression que ça parte complètement en dehors de leur périmètre. Je pense que c'est un peu l'idée, mais en même temps, c'est une force, parce que ça nous permet de garder un pied terrain, je dirais, avec des personnes qui sont proches de cohortes, qui travaillent vraiment sur des cohortes, et qui nous permettent voilà, de construire un réseau assez opérationnel de ressources compétentes qui travaillent réellement sur des cohortes. Mais c'est vrai que l'INSERM a certainement aujourd'hui plus investi que les co-tutelles dans France Cohort. C'est quand même, dans le plan stratégique de l'INSERM, un point important. Et on le ressent, et c'est un peu aussi pour ça que j'ai pris ce poste. Donc, en tout cas, la feuille de route, alors, bon, voilà, je pense que je ne l'ai pas mise à jour, donc en fait, il n'y a aucune date qui est à jour, mais c'était juste pour lister les différentes cohortes qui ont migré ou qui sont en cours de migration. Alors, qu'est-ce qu'une migration, en fait? Parce que, au final, on ne sait même plus. Au bout d'un moment, une fois qu'on a mis les données dedans et qu'on commence à travailler en France Cohort, on considère que là, on n'est quand même pas loin d'avoir migré, même si tout n'est pas encore fini, parce qu'il reste des choses, parce qu'il reste des outils, etc. Mais sur la mise à catalogue fin 2024, par exemple, on n'y sera pas. Hein. Il n'y aura pas, voilà, c'est pas à jour, mais enfin, l'idée, c'est qu'on puisse, assurer toutes ces tâches, au moins pour les cohortes qui sont mentionnées ici. Et puis, c'est vrai que c'était le petit cadeau de bienvenue quand je suis arrivé sur France Cohort. Il y a un certain nombre de projets maladies rares qui sont venus se greffer sur le sujet, qui ne sont pas forcément toutes des cohortes. Et ça nous a aussi, c'est vrai que dans le domaine de la clinique pure, enfin, c'est vrai qu'ils sont assez avancés aussi sur certains sujets, typiquement l'application d'algorithmes de machine learning pour identifier des pathologies automatiquement à partir d'imagerie ou à partir de texte. Ce qui nous a aussi poussé à développer peut-être certains outils qu'on n'aurait pas développés aussi vite sans ce travail. Et donc, voilà, c'est des projets qui sont aussi pris en charge au niveau de France Cohort actuellement. Et voilà, donc l'idée de France Cohort, c'est de fournir des services intégrés à toutes les étapes de la vie de la cohorte, un espace sécurisé, souverain et performant, le chaînage de données et l'utilisation primaire et secondaire des données, de valoriser les données des cohortes, possible d'avoir des métadonnées facilement trouvables, et une autonomie sur la gouvernance des données qui est maintenue. On ne touche pas à la gouvernance des données dans le cadre de France Cohort. On essaye de mettre en musique les gouvernances existantes.